Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau vlog que je démarre alors que je viens tout juste de clore l'ancien avec un compte-rendu choc sur ma dernière lecture de la semaine. Je vous invite à le regarder d'ailleurs si vous n'avez pas eu la chance de le faire. Et on va débuter cette semaine de début mars qui va être marquée par, entre autres, la présence de la Journée internationale des droits des femmes. Et ça tombe bien parce que je suis dans le mars au féminin, proposé par Fluent Books. Alors, j'espère que vous aussi, vous avez peut-être, je ne sais pas si vous avez des lectures de prévues qui sont dans cette thématique-là ou pas, mais on va faire un petit bout de chemin ensemble cette semaine. Et on va commencer tout de suite, mais malheureusement, ça ne sera pas nécessairement des autrices que je vais vous présenter. Mais bon, de par mon métier, j'ai tendance à avoir envie de découvrir toutes sortes de choses dans beaucoup d'albums jeunesse. Puis, ben, j'ai fait la découverte de quelques albums, donc je vais vous en parler. Et ensuite, un livre que j'aurais aimé lire cette semaine potentiellement, là, je vous ai fait un petit book haul de bibliothèque dans le précédent vlog, c'était celui-ci qui était Miss Sharp Détective, Meurtre à Sunset Hall. C'est sûr que si jamais devant ma face. Meurtre à Sunset Hall de Léonie Swan. C'est publié chez Nil, c'est traduit d'allemand. Donc oui, je vais lire une traduction, mais là c'est en allemand. Je ne suis pas polyglotte. J'aurais goût de le lire. Ça semble vraiment être un cozy mystery qui va mettre en scène Agnès Sharp, qui est une vieille dame qui avait le goût de se consacrer à son bien-être, mais qui va se rendre compte que malheureusement, il y a des cadavres qui vont joncher son entourage et peut-être même une réalité qui fait en sorte qu'on dirait que quelqu'un s'attaque aux personnes âgées dans son coin et elle et ses copines vont partir et mener l'enquête. Donc, ça me fait un petit peu penser, comme je vous disais dans mon précédent vlog, peut-être que c'est pas ça, là, mais ça me fait penser un peu à la prémisse de Thursday Murders Club de Richard Osman, où est-ce qu'on était quand même aussi avec des personnes du troisième âge qui menaient l'enquête avec Brigitte d'ailleurs. Donc, j'aurais le goût de lire, mais je ne le trouve pas en livre audio. Donc, comme là, j'ai beaucoup de voyagements à faire, je ne sais pas si je suis capable, mais disons que c'était un peu dans mes plans. On verra bien. Et entre-temps, comme j'ai dû partir ce matin, puis je voulais avoir absolument un livre audio dans mon auto, bon, j'ai décidé d'y aller avec l'aisance, mais j'ai décidé d'entamer la fameuse contrainte du mois de mars de mon Read Christie 2023. Ce qui était proposé par les organisateurs de ce défi-là, c'était The Moving Finger. Mon petit doigt m'a dit, je crois, en version française. Et c'est un Miss Marple, puis je les adore. C'est juste que récemment, j'ai regardé de nouveau l'adaptation en télévisuel de celui-là, puis je connais tellement l'histoire. Je sais que souvent, il y a comme des différences, on a pu le constater l'année passée, en 2022, entre l'adaptation télévisuelle et le livre, parce qu'ils ont dû vraiment prendre des raccourcis. Puis j'aime bien faire ça, mais là, on dirait que c'est tellement frais dans ma mémoire, cette histoire-là, que j'ai peur de ne pas trop en profiter. Donc, je vais prendre une des suggestions alternatives qu'ils ont dit. Et j'ai décidé de lire Murder is Easy, en fait, qui est en version audio, qui va être lu par Hugh Fraser, qui est, vous savez, peut-être, l'acteur qui a incarné Hastings dans la superbe adaptation des Hercule Poirot, qui était joué par David Suchet, donc ça a été fait par la BBC. Et c'est un excellent narrateur, c'est vraiment un excellent narrateur. On n'entend pas du tout la voix d'Hastings, mais il fait toutes les voix, on comprend bien et tout ça, donc ça m'a fait un petit bonbon. Puis j'avais besoin d'avoir quelque chose de bon, et ça reste un meurtre, mais après la lecture de la semaine passée, la dernière qui m'a mis complètement tout à l'envers, j'avais besoin de quelque chose qui était manichéen, là, quelque chose qui était les bons sont bons, les méchants sont méchants, ça se règle à la fin. Voilà, c'est ça que j'avais besoin. Donc, j'allais commencer. Dans Murder is Easy, c'est ni un Miss Marple ni un Hercule Poirot. On va suivre Luke Fitzwilliam, qui est un ancien policier militaire, si j'ai bien compris, qui était en Asie et qui revient en Angleterre parce qu'il est à la retraite, dans le fond, de l'armée. Et il va croiser dans un de ses voyages, dans un train, une dame, Mrs. Pinkerton ou Miss Pinkerton, qui va lui dire qu'elle s'en va à Scotland Yard parce que elle va aller signaler qu'il y a plusieurs meurtres qui se passent dans son village et elle pense qu'elle sait quel sera le prochain parce qu'elle l'a vu dans le regard de la personne. Donc, il est un petit peu le cliché de la vieille fille, un peu comme Agatha Christie sait si bien les dépeindre. Et bon, ça reste comme ça. Luke Fitzwilliam est en mode oui, bon, d'accord, un peu bienveillant, il écoute tout ça, puis il se dit, coudonc, elle a l'air vraiment quand même, peut-être qu'elle a un petit peu trop d'imagination. Et il va voir rapidement dans les journaux qu'il va avoir eu un accident le lendemain. Une vieille femme qui a été renversée en direction de Scotland Yard.
Là, il trouve que c'est une drôle de coïncidence. Puis en fait, le nom, c'est Madame Pinkerton. Donc, il se dit, oups, il est arrivé quelque chose. Et puis, un petit peu plus tard dans sa semaine, il va voir que le nom de la prochaine personne à être assassinée, selon Miss Pinkerton, c'était le nom d'un docteur et il se rend compte que le docteur a été retrouvé mort chez lui. Donc là, ça pique un peu sa curiosité, puis il se dit, mais écoute, est-ce qu'elle avait raison? Est-ce que sa mort dans l'accident, elle a été happée par une voiture? Est-ce que c'était finalement pas une mort accidentelle? Donc, on va suivre Luke Fitzwilliam qui va s'arranger pour aller dans ce fameux petit village-là pour supposément écrire un livre sur les traditions locales et essayer de mener l'enquête. Donc, voilà la prémisse et voici ce dans quoi je suis. Et on verra bien là, pour la suite des choses. Mais bref, je me suis lancée là-dedans. Bon, ça reste quand même qu'Agatha Christie, c'est une autrice, donc je me sens moins... je me sens moins... je reste quand même dans la thématique de Mars au féminin, mais on n'est pas du tout dans la revendication et tout ça. Ça fait quand même du bien. Sinon, j'ai découvert... également 3 albums aujourd'hui. J'ai été moins chanceuse dans mes albums jeunesse. On dirait que j'ai été... c'est pour vous montrer à quel point, des fois, je me laisse interpeller par les couvertures et tout ça. Mais là, bon. Tout d'abord, j'ai commencé avec Le Gros Appétit de Thomas Petit. C'est chez les éditions Les 400 coups. C'est par Raymond Plante et Audrey Malo. Ça faisait longtemps que je l'avais vu passer et je voulais le lire. C'est une très longue histoire. C'est un album jeunesse. On va y lire, dans le fond... on va y découvrir en fait Thomas Petit, qui est un très grand gourmand, mais qui mange de tout. Il mange même les assiettes puis les cuillères, puis il devient vraiment rond, puis pas bien filé. Puis à un moment donné, il y a un jour où il va même manger, parce qu'il y a quelqu'un dans l'autobus, un petit monsieur qui a un chapeau melon, puis il va même manger le monsieur parce qu'il avait trop faim. Et puis là, on va tranquillement arriver à une situation où le monsieur est en fait un acteur et il va décider de utiliser l'espèce de petit géant, Thomas Petit, comme un castelet. Donc, il va y faire des petites portes, puis là, il va l'amener un peu partout pour faire des spectacles. Puis ça va être leur interaction, dans le fond, qui a rapport avec la bouffe, qui a rapport avec les arts, et tout ça. J'avais l'impression que ça allait partir dans une direction. Puis en fait, finalement, c'est une très longue histoire. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, dans le fond. C'est une très longue histoire et qui met beaucoup l'emphase sur le fait que Thomas Petit n'est pas capable de s'empêcher de manger. Je sais pas, on dirait que ça m'a laissé un drôle de goût. Je savais pas trop. Il y avait, à la limite, peut-être un petit peu, ben là, c'était pas la grossophobie, là, ça reste que c'est comme un géant, mais c'est comme si on voyait pas trop. Il y a comme le petit monsieur qui se fait manger par Thomas Petit va comme rester un peu dans le ventre de cet enfant géant-là. Mais il n'y a pas... ça se transforme pas en quelque chose de positif nécessairement, ni de négatif. C'est comme si c'était une non-histoire. En tout cas, j'étais un petit peu déçue parce que j'aime beaucoup la famille de Raymond Plante habituellement, qui est un vieux routard de la littérature jeunesse. Puis dans celle-là, c'est peut-être parce que l'humour n'est pas venu me chercher, mais c'est venu moi me chercher. On dirait que ça ne l'a pas fait. Donc, ça a été correct, mais disons que mes petits bémols, c'est la longueur de l'histoire. Puis, on dirait que vous voulez aller dans plusieurs directions. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que ça donne un peu une non-histoire. Fait que ça, c'est moins venu me chercher. Fait que je sais pas, pour la clientèle jeunesse, peut-être que ça pourrait être intéressant dans le fond, dans les plus vieux cycles du primaire, puis essayer de voir justement qu'est-ce qu'on peut déduire de ça. Mais je suis même pas sûre comme adulte que j'arrive à déduire des thématiques de cette situation-là. Donc, voilà pour ça. Je suis pas trop sûre. Lecture mitigée. Je continue avec une lecture mitigée. Donc, c'était La plus belle crotte du monde. Donc, avec un titre comme ça, je me disais, waouh! Donc, c'est de Marie Pavlenko et Camille Garoche. C'est chez Little Urban. Little Urban, absolument, ils font des excellents, des très beaux livres avec des beaux visuels, puis tout ça. Donc, j'ai écouté. Ce que c'est, en fait, c'est que on est dans une forêt, puis là, les animaux, un à un, vont comme se faire une compétition en disant, c'est moi qui fais la plus belle crotte du monde. Donc là, on va voir les animaux, on va voir en fait quelle est la forme et le type de leur défécation. Et va arriver par contre, sans crier à un moment donné, un chasseur et qu'est-ce qui va se passer? Je vous dirai pas la chute. J'ai trouvé ça intéressant. Ça, c'est une bonne lecture. Je pense que c'est intéressant parce qu'en fait, on en apprend en fait finalement sur les habitudes de vie de ces animaux-là parce on va apprendre à comment reconnaître en fait un animal par sa défécation. Et les illustrations sont quand même vraiment intéressantes. Et puis, l'espèce de chute qu'il fait avec le chasseur, je crois que ça va être un album qui va quand même réussir à mettre de l'humour dans tout ça. C'est sûr qu'avec le mot
le mot crotte, on s'en sort pas, ça va quand même faire des éclats de rire. Mais comme c'est la structure répétitive pendant une bonne partie de l'album jusqu'à l'arrivée du chasseur, je me disais, c'est pour les plus petits peut-être. Mais peut-être que ça peut quand même aller un petit peu plus loin dans le primaire, on ne sait jamais. Donc, bon, ça a été une chouette lecture. Sans plus, mais chouette lecture. Pas vraiment beaucoup de bémols, à part peut-être que j'ai trouvé que c'était peut-être un peu plus pour les tout petits, mais c'est intéressant quand même. Les grands peuvent rire quand même de la situation, alors pourquoi pas, si jamais ça vous dit. Et enfin, j'ai quand même eu un coup de cœur, donc, phew! Donc, j'ai découvert en anglais, en fait, Giraffe Problems. C'est écrit par Jory Jones et illustré par Lane Smith. C'est chez Random House. Donc, c'est un cartonné, mais un cartonné vraiment très lent avec beaucoup de texte. Donc, je dirais que c'est plus pour les tout petits. Et on va y voir, en fait, une girafe qui aime pas son cou. Parce qu'elle trouve que c'est trop long. Puis elle a essayé de faire, elle a essayé de le décorer. Elle a essayé, mais elle trouve ça très, très long. Puis c'est donc bien désagréable, ce cou-là. Puis et elle va rencontrer finalement, elle trouve que le cou de tous les autres animaux est tellement le fun, puis tellement sexy, genre un zèbre, c'est donc bien le fun, un lion, ça a en plus de la fourrure, puis bon, on voit quand même plusieurs étapes et tout ça. Puis à un moment donné, il va rencontrer une tortue, puis écoute donc, quand on se compare, on se console, la tortue, elle dit, ben là, tu sais, moi, j'ai genre pas de cou, là, genre j'essaie d'étirer mon cou, puis j'y arrive même pas. Donc, il va se développer une conversation entre eux deux, et potentiellement une petite complicité, donc c'est intéressant. Je trouve que c'est plein d'humour. On découvre les animaux, les illustrations sont super, mais bon, Lane Smith, c'est sûr que Lane Smith, il faut s'attendre à ça, c'est toujours super chouette. Puis la chute est intéressante également. Ça nous fait voir évidemment que la différence, ça peut aussi être intéressant, mais c'est pas un livre qui est genre ceci est un livre sur la différence. Voilà, apprenez cette notion. C'est vraiment dans l'humour. Super habile, super bien fait. Comme je vous dis, c'était présenté en cartonné. La seule bémol que je pourrais avoir, c'est que c'est présenté en cartonné. Puis c'est un petit peu à structure répétitive au début, mais pas pour la suite. Donc, je ne sais pas si ça s'adresse vraiment au. Tu sais, je pense pas que c'est la clientèle des cartonnés, là. Je pense que c'est vraiment plus du préscolaire. Donc, je dirais 3-4 ans, peut-être 3-4-5 ans. Donc, ça aurait été peut-être le fun qu'ils le fassent dans un autre format. Mais bon, en même temps, c'est solide. Puis, c'est juste que, disons, si on la raconte, ben, il faut être proche quand même pour bien comprendre, là. Mais voilà. Donc, ça a vraiment été un petit coup de cœur. Je trouve ça super chouette. Je ne sais pas si ça a été traduit. S'il est traduit, je vais vous mettre la vignette, dans le fond, là. Mais sinon, ben, c'est peut-être une bonne façon aussi d'apprendre un peu l'anglais, là, si jamais vous commencez. C'est super drôle. Donc, voilà. Petit coup de cœur. Donc, longue introduction pour l'entrée en vigueur de ce nouveau vlog. Mais écoute, ça a donné comme ça. J'avais des lectures en cours et je voulais parler un petit peu. Donc, eh bien, on va faire le vrai lancement du vlog, un lancement officiel en se disant bien à nos livres. Et allons-y! Bonjour, alors je vais faire un petit coucou book haul avec vous. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu perdu le contrôle. Je pense que ça se fait même qu'il y a d'autres boîtes qui arrivent cette semaine. Ça va être le vlog book haul de la mort. Donc, je me suis un petit peu laissée aller, j'admets. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Attention aux oreilles sensibles parce que je n'ai pas préouvert. Donc, tout d'abord, j'ai commandé 2 livres. C'est tout, en fait, en usagé ou en réduction. Donc, attention les oreilles. Celui-ci, c'était... J'ai un livre lu et un livre à lire qui arrive là-dedans. Ah, super, ils ont l'air en excellent état. On va voir. Hop. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont reconnaître les dos. Oh, une petite carte de remerciement. J'ai acheté ça chez Paper Escape Books, qui est, dans le fond, une personne qui vend des livres usagés sur Internet en Ontario, ici au Canada. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, elle m'a mis un petit mot de remerciement et j'ai acheté chez elle parce que j'ai trop adoré ce livre. Sans surprise, The House on the Cerulean Sea de T.J. Klune. Et elle avait, puis bon, en plus, il est en hardback. Donc, je le trouvais toujours juste en paperback avec l'affreuse couverture, l'affreux rabat jaune là, comme là pour les paperbacks. C'est pas, c'est un standard, là, il n'y a pas de super belle dessous de jaquette, c'est vraiment neutre, mais au moins il était en hardcover, donc je suis bien contente parce que ça c'est vraiment un livre que j'aimerais avoir dans la bibli. Et elle avait en même temps un autre livre que je voulais avoir
qui est l'autre livre, un autre livre dans du même auteur, donc Under the Whispering Door de T.J. Klune, encore une fois. Et celui-ci, ben, je ne veux pas tout lire au complet, mais dans le fond, ça disait Welcome to Sharon's Crossing. The tea is hot, the scones are fresh, and the dead are just passing through. Donc, ça semble être quelque chose qui a un petit peu plus rapport avec la mort. J'en ai entendu beaucoup parler sur BookTube, Bookstagram. Puis, ben, j'avais comme envie de l'avoir en version originale parce que c'est comme ça que je voulais lire pour le T.J. Klune. Puis, c'était vraiment une belle occasion. Donc, voilà pour ces deux premières réceptions. Et ensuite, une grosse boîte. Bon, voilà. Alors, je vais m'installer pour pas nécessairement vous montrer mon... Attention les oreilles. Je pense que j'ai fait peur à mon chat. Attention les oreilles. Ça va faire mal. Bon, je pense que je vais arracher les bouts. La boîte avait un peu souffert dans le transport, je dois dire. Alors, ça me dérange pas trop de lui faire mal. Est-ce que les livres avaient souffert? Non, pas trop. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai? Je vais essayer de... On va se voir. Tout d'abord, sur les conseils de mon père, mais il l'avait lu en français, j'ai décidé d'acheter All the Lights We Cannot See de Anthony Doerr. C'était un livre dont j'avais beaucoup entendu parler. Il est un petit peu dégueu, là. Je pense que je vais détailler la jaquette, mais bon. Je ne sais pas si j'ai un résumé. Si je me souviens bien, c'est un livre qui se passe dans plusieurs temporalités, puis on va suivre quelqu'un qui est au 15e siècle. Est-ce que c'est ça? Oui. On va suivre des gens au 15e siècle, puis des gens 500 ans plus tard dans une bibliothèque en Idaho. On va suivre, dans le fond, ces deux personnes-là, ces deux destins-là en parallèle. Il paraît que c'était vraiment marquant, donc comme je l'avais... comme j'ai eu l'opportunité de l'avoir en main, je ne voulais pas rater ma chance. Et sinon, vous ne serez sans doute pas surpris de voir que, oui, après ma lecture choc, j'ai décidé d'avoir la copie de Vox de Christina Dalcher. Et ça tombe bien, parce que je le reçois et on est le 8 mars, donc la Journée internationale des droits des femmes. Et je l'ai lu en audio, je l'ai lu en numérique, mais c'est un livre que je considère qu'il faut qu'il soit dans toutes les maisons. Donc, hein, c'est la version originale, évidemment, vous me connaissez. Ensuite... toujours sous les conseils de mon père, ça va être le moment, la boîte conseils de mon père. Hey, les livres sont vraiment abîmés. Genre, c'est rare que ça m'est arrivé chez eux, mais c'est pas grave, ça reste un livre. J'ai décidé de me lancer dans un Louise Penny. Je ne sais pas si les gens connaissent la saga des Louise Penny. Ça a été adapté sur Prime Video, je crois. La série avec l'inspecteur Armand Gamache. Mais cette fois-ci, c'était un duo que Louise Penny avait fait avec nul autre que Hillary Clinton. Et puis c'était, State of Terror, je crois que c'est État de terreur en français. Et mon père, qui a déjà lu des Louise Penny, puis c'est pas vraiment son genre, on a un peu les mêmes goûts, il m'a dit que celui-ci, il avait vraiment aimé parce qu'en fait, ça se passe vraiment, c'est vraiment inspiré un petit peu de ce qu'a vécu Hillary Clinton lorsqu'elle était secrétaire d'État. Donc, ça va se passer vraiment à Washington. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ben, c'est ça, dans le fond, on va suivre un président avec sa nouvelle secrétaire d'État, puis c'est pas nécessairement deux personnes qui s'entendent bien, mais cette personne-là va finir par comprendre qu'il semble avoir une conspiration qui va peut-être menacer l'État et se plonger là-dedans. Ce livre-là avait été écrit pendant la pandémie à 4 mains par Louise Penny et Hillary Clinton. Ils ont seulement écrivaient chacun de leur côté, puis ensuite ils s'envoyaient les textes et tout ça, donc... j'aurais jamais osé lire une Louise Penny parce que je pense que c'était pas tout à fait mon genre, mais comme mon père m'a dit ça, puis c'est rare qu'il va me dire quelque chose comme ça, puis qu'il a dit que c'était vraiment excellent, j'ai décidé d'écouter mon père. Sinon, j'ai décidé d'avoir une version plus jolie que celle que j'avais à la maison. Je vais essayer de vous enlever le plastique. J'avais déjà une version un petit peu boboche du classique de George Eliot, Middlemarch. Et là, il y avait la version des collectibles chez Penguin. Donc ici, ça s'appelle Penguin Drop Caps. Puis bien, comme là, ici, c'est E pour Eliot, avec une tranche jaune. Et c'est un relié. À l'intérieur, c'est vraiment de qualité. Donc, je trouvais ça le fun puisque j'aurais eu envie de le lire. C'est un peu de ce que j'avais compris, le Middlemarch, c'est un petit peu à Downton Abbey.
Et par contre, j'avais la version, les éditions que je vous avais déjà montrées dans lesquelles j'ai lu Peter Wimsey, là, Whose Body de Dorothy L. Sayers. Et c'était vraiment pas excellent. Je vous reviens tout de suite. Donc, me voici. Alors, je suis de retour. Désolée. Il y avait une autre livraison, mais c'était pas pour moi, je vous le promets. Alors, donc, ce que je vous disais, c'est que, bon, c'est ça, le Middlemarch, c'était pour avoir une édition plus intéressante que celle que j'avais, parce que j'avais ça dans les éditions Arcturus. Puis ça, si jamais vous les voyez, ça vaut pas la peine. Ils sont pas chers, mais le papier, c'est du papier soufflé, il n'y a pas de marge, c'est vraiment pas agréable à lire, fait que ça vaut pas vraiment le coup. Puis celle-là était vraiment en vente, donc je suis bien contente d'avoir celui-ci. Et enfin, je me suis trouvé quelque chose que je n'avais pas encore d'Agatha Christie, incroyable, au sujet d'Agatha Christie en fait. Et c'est, non, d'Agatha Christie. Et c'est le fameux Come Tell Me How You Live, an Archaeological Memoir de Agatha Christie Malowan, lorsqu'elle s'est mariée de nouveau, dans le fond, à l'archéologue Max Malowan. Et dans le fond, c'est ses mémoires de lorsqu'elle était avec lui sur les sites archéologiques. Donc, j'avais pas mal tout. J'avais pas mal la biographie. J'avais, je pense que son livre sur son grand tour qu'elle avait fait. Puis, ben, celui-là, je l'avais pas. Donc, ben, voilà, je l'ai pris. Alors, voici. Ça fait donc un très gros book haul. Je suis un petit peu gênée, c'est vraiment pas mon genre, mais là, on dirait que je commence l'année comme ça, donc... Et voilà pour le book haul. Alors, sinon, ben écoutez, je poursuis ma lecture de mon fameux Murder is Easy d'Agatha Christie, ça tombe bien, en livre audio. Et je le continue en livre audio parce que c'est Hugh Fraser, comme je vous disais, puis j'adore cet acteur quand il fait les narrations, donc... Il me reste vraiment une quarantaine de minutes, donc je pourrais le terminer ce soir, mais je pense que je vais essayer de le terminer plutôt demain matin lorsque je vais me rendre au travail. Puis ben, je vais vous en parler quand je vais l'avoir fini, mais c'est ça. C'est sûr que c'est doudou. Et les choses me reviennent tranquillement. Donc malheureusement, celle-là aussi, j'avais moins lu, mais j'avais quand même... Mais en même temps, pendant tout le long de l'intrigue, j'ai été transbahutée d'une fausse intuition à une autre fausse intuition. Donc, Agatha Christie, c'est encore bien comment tirer son épingle du jeu. Mais là, vers les derniers milles, j'admets que là, je commence à me souvenir de quelle était finalement la fin, mais c'est pas grave, ça me plaît bien. Puis c'est intéressant, en fait, que ce soit pas un Miss Marple ou un Hercule Poirot. Le fameux Lockwood Fitzwilliam est quand même intéressant. Donc voilà, ben, écoutez, je vais vous en reparler quand ça va être conclu. Mais ben, c'est ça. Je voulais juste vous faire mon unboxing. Tout ça, il va falloir que je lise encore. En même temps, j'ai des... Puis là, en fait, je pourrais quasiment, mais c'est bien trop long, mais je viens de réaliser que pour le Mars au féminin, George Eliot, c'était une femme, si je me souviens bien. Mais je suis pas sûre. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble que oui, mais je suis pas sûre. Et je pourrais peut-être le lire si c'est une femme. Mais si c'est pas une femme, je sais pas si là-dedans, il y en a que je pourrais décider de mettre dans mon Mars au féminin. Il y aurait toujours le Louise Penny et Hillary Clinton que je pourrais mettre si je veux vraiment changer de genre, mais on va voir. Ça, je vais regarder, mais il me semble bien. Je suis pas sûre. Est-ce qu'on dit quelque chose? E is for Eliot. Ta-da-da. Je sais pas, ça dit pas si... Ah oui, c'est une femme. Haha. George Eliot is the pen name of Marianne Evans, born in Warwickshire in 1819. So, c'est une femme. Par contre, c'est une gigobrique. Je ne sais pas si je vais entreprendre ça pour le mois de mars, mais on est encore tôt. Et là, c'est 900 pages. Mais je l'aurais peut-être en livre audio. Ça pourrait être mon livre audio du restant du mois de mars. Hein? Je me fais toujours plein de plans, puis finalement, je ne les écoute pas. Alors, on verra. Mais à l'arrière, on a une petite citation ici. Oh, ça a l'air vraiment intéressant. Ça dit « What do we live for if it is not to make life less difficult to each other? » Pourquoi vit-on si ce n'est pas pour rendre la vie plus aisée aux autres? Ah, ça a l'air vraiment chouette. Puis la version est super cool. Ça me tente de faire ce plan-là. Je vais peut-être essayer de le trouver en livre audio. Alors voilà, j'ai assez blablaté. Je vais vous revenir dès que j'ai un petit peu plus de vraies choses à vous dire au sujet des livres. Et puis ben, je vous dis à tout de suite. Eh bien, bonjour. Alors, je vous fais un rapide petit point lecture
en espérant ne pas trop bouger parce que j'ai pas mon trépied dans mon fameux studio mobile, parce que j'ai terminé ce matin, comme prévu, le fameux Agatha Christie Murder is Easy, qui mettait en scène non pas un Poirot ni un Miss Marple, mais bien Luke Fitzwilliam. Et c'était excellent. Je me suis souvenu de la fin, mais peut-être dans le dernier quart. Puis je pense que quelqu'un qui l'a jamais lu, on nous mène vraiment en bateau habilement jusqu'à la fin. Donc on retrouve avec plaisir, en fait, l'ambiance des petits villages, un peu comme dans les Miss Marple, où tout le monde se connaît, où tout le monde connaît les secrets sur le passé. Tout le monde se connaît, puis tout le monde sait qu'est-ce que chaque personne est capable de faire ou non, mais le savent-ils vraiment? Alors voilà. Donc, si jamais vous n'avez pas jamais découvert ce Agatha Christie-là, je le trouve intéressant. Il sort un peu des sentiers battus. Bon, il y a toujours un peu, Agatha Christie avait tendance, lorsqu'elle sortait de Miss Marple et Hercule Poirot, à toujours un peu insérer de romance, mais c'est correct, là. C'est pas lourd. Et l'enquête est bien ficelée, puis ça vaut vraiment le coup de la découvrir. Alors voilà. C'était un très, très bref point lecture, mais je voulais être sûre de pouvoir vous en parler avant de passer à autre chose. Et je ne sais vraiment pas qu'est-ce que je vais lire. Je me demande... J'ai je me suis un petit peu découragée par rapport à Middlemarch. C'est vraiment une grosse brique, puis j'aimerais ça, mais dans le fond, j'aimerais ça le mettre dans mon lecture d'un classique pour le masque au féminin. Mais c'est vraiment un gros, là, j'avais pris peut-être Persuasion de Jane Austen, mais on dirait que ça m'inspire pas tant. J'avais pris Miss Mary Poppins de P.L. Travers, mais ça m'inspire pas tant. Bref, Wishy Washy classique. Je vais essayer de me remettre ça, les idées en place, puis je vous en reparle dès que j'ai plus d'infos. Ça se pourrait qu'il y ait encore des grosses boîtes ce soir qui arrive. Si c'est le cas, ce sera coudonc, comme je vous disais, le fameux vlog vocal, on verra bien. Ce n'est pas dans mes habitudes, vous le savez bien. Alors, écoutez, on se dit à la prochaine! Eh bien, bonjour! Alors, encore un petit topo en direct de mon studio mobile. Pour vous rendre compte de ma lecture en cours, finalement, après plusieurs tergiversations, je me suis rabattue, malgré tout ce que je vous avais dit. J'avais trouvé Middlemarch en livre audio, j'avais trouvé Persuasion en livre audio. J'ai commencé les deux, mais ça me disait moins. Alors, je me suis rabattue sur une série de Cozy Mystery que je venais juste de commencer puis que j'aimais beaucoup, qui était celle de Faith Martin et donc les enquêteurs Loveday and Ryder, donc WPC Loveday and Dr. Ryder, le coroner. Et je me suis lancée là-dedans, puis ça m'a fait du bien, puis je l'ai trouvé. Donc le tome 2, avec encore la couverture affreuse en anglais, A Fatal Mistake. Donc, je vais vous mettre la vignette peut-être du livre audio plutôt. Et en français, c'est un pique-nique presque parfait, je crois. Donc, je vais vous mettre aussi la vignette. La couverture est un petit peu moins rébarbative. Donc, je viens de commencer ça et on va y retrouver encore une fois WPC Loveday, qui est encore une fois mis un petit peu haut rencard par ses collègues masculins. Pour rappel, c'est une jeune pas enquêtrice, mais constable, une agente, je pense, de police à l'époque, je pense, dans les années 50, où évidemment, il n'y avait pas beaucoup peut-être un petit peu moins que ça, ouais, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la police. Et malheureusement pour elle, son supérieur ne croit pas beaucoup en elle et a tendance à lui donner toujours les tâches les plus cléricales et ennuyeuses et répétitives et plates. Donc, cette fois-là, elle a été reléguée à surveiller le réveil peu probable de quelqu'un qui a été victime, malheureusement, d'un hit and run pour savoir s'ils peuvent en apprendre un peu plus sur ce qui se souvient de l'accident. Et heureusement, elle sera sauvée de la situation par le docteur Ryder, Clément Ryder, qui est le coroner et qui, lors d'une enquête du coroner, ce qui semblait s'avérer être un pique-nique de jeunes étudiants ayant terminé leurs études qui auraient potentiellement mal tourné. Donc, il y a eu une collision entre deux bateaux et quelqu'un a retrouvé le lendemain un jeune étudiant mort noyé dans la rivière. Donc, ça semblait être une mort accidentelle, mais le docteur Ryder n'est pas trop certain. Et il va aller voir le supérieur de Loveday et il va demander de l'aide. Et comme d'habitude, le supérieur va dire « on va lui donner Loveday, comme ça, on va pouvoir s'en débarrasser ».
Et en fait, le Dr. Ryder compte là-dessus parce qu'il a découvert que l'agente Loveday était peut-être très jeune, puis encore une recrue, mais elle avait vraiment l'esprit vif. Donc, ils vont se lancer tous les deux dans pousser un peu plus loin cette enquête-là. Parce que c'est comme des choses qui font pas de sens, puis qui veulent savoir un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce que c'est vraiment un accident? Tous les témoins semblent s'entendre sur le fait que la personne qui est décédée n'était pas avec eux autres, alors que c'est un petit peu bizarre et un petit peu louche. Bref, on va les suivre dans leur enquête comme d'habitude, un peu en parallèle, toujours avec la police qui refuse, elle, donc le supérieur de Loveday, qui refuse de faire plus d'enquête parce que pour eux autres, ça aurait été bien mieux que ce soit un verdict de mort par accident parce que ça aurait moins dérangé la famille. Parce que dans ce cas-ci, on parle ici d'une victime qui n'était pas dans l'aristocratie, mais qui se tenait avec des aristocrates. Donc évidemment, on ne veut pas que les jeunes soient entachés par une enquête. Bref. Tout ça pour ça, avec cette savoureuse luminosité. Donc, tout ça pour vous dire que je suis là-dedans et je retrouve avec plaisir ces deux personnages-là. C'est toujours aussi bien fait. On prend son temps pour installer vraiment l'action. On développe bien les personnages. Là, on est dans une autre piste, justement, qu'on explore en parallèle avec la piste que suivent Loveday et Ryder. Donc, ça me plaît bien. C'était pas prévu, mais c'est ça que j'avais le goût. Donc, voilà. Sinon, je m'en vais à la bibliothèque en ce moment. Et comme vous avez pu voir juste avant, je suis passée également en librairie. Donc, je vais vous faire un petit book haul improvisé, je pense, dans le studio mobile. Parce que j'ai trouvé, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée en friperie. Et ben là, je dis friperie, mais c'est pas une friperie. Il y a beaucoup de booktubers qui disent friperie. Peut-être qu'en Europe, c'est comme ça. Puis ici, je sais que certains continuent à le dire. Mais pour moi, une friperie, c'est un endroit où on a seulement du linge de seconde main. Et ben là, dans ce cas-ci, c'est vrai parce que c'est le fameux village des valeurs, qui est principalement un endroit où les gens vont acheter du linge et des meubles de seconde main. Mais il y a également des livres. Et là, j'ai trouvé des choses. Alors, tout d'abord, j'ai pas pu résister. J'étais complètement surprise. J'ai trouvé Les Petits Monarques, le roman graphique. Donc, je vous en avais parlé parce que je l'ai lu, je pense qu'il y a un ou deux vlogs. J'avais adoré ça. C'était un roman dystopique dans un monde où, en 2101, le soleil aurait comme changé un peu son cycle de rayonnement. Puis ça aurait complètement déréglé toute l'électricité sur la Terre et ça fait en sorte que les humains sont en train de mourir et en fait, l'électricité qui est dégagée maintenant par le soleil, les rayonnements, dérèglent même l'électricité du corps des humains. Donc, il faut avoir absolument un médicament ou en tout cas, ils travaillent sur un vaccin pour y arriver. Puis, on va suivre justement une des scientifiques qui essaye de développer un vaccin et sa protégée, dont elle s'occupe depuis que les parents de la protégée ont disparu. Bref, on va les suivre à travers tout ça et avec les gens qu'ils vont rencontrer dans cette station de fin du monde, bienveillants ou pas bienveillants. Donc voilà, j'avais vraiment adoré. Puis là, je suis tellement contente. J'avais emprunté à la Bibli et je me suis tellement contente de l'avoir en vrai. La couverture est superbe, mais juste vous dire que attendez-vous pas à ça pour la suite parce que les illustrations à l'intérieur sont pas tant excellentes, mais l'histoire est super bien faite puis ça vaut vraiment le coup. Donc, bien heureuse d'avoir trouvé ceci. Ensuite, je suis tombée sur un Kate DiCamillo que je crois ne pas avoir lu, j'espère. Donc, c'est Flora et Ulysse. Flora et Ulysse? Oui, Flora et Ulysse. Ça se peut que je l'ai déjà lu, je ne sais pas. J'aime beaucoup Kate DiCamillo. Elle fait souvent des romans illustrés, des romans jeunesse avec illustration, un peu comme ça ici. Puis on est toujours un petit peu dans l'amitié, dans un petit peu le merveilleux et tout ça. Puis, est-ce qu'on a un résumé? Le résumé, il est en mode BD. Donc, c'est She's a natural born cynic. Donc, j'imagine Flora. He's an unassuming squirrel. J'imagine que c'est Ulysses. Together, Flora and Ulysses will conquer villains, defend the defenseless and protect the weak, or something. Donc, ça semble être une relation impromptue entre une petite fille et un écureuil. Donc, ça me semble vraiment chouette. Puis, je l'avais vu passer, mais je n'avais pas vu passer en langue originale. Puis celle-là, je trouve que la plume de Kate DiCamillo vaut vraiment la peine d'être découverte en langue originale. Donc, je me suis lancée là-dessus. Je l'ai donné encore une fois pour la luminosité. C'est pas que liable, mais on a le gros soleil à cette heure-là. Et ensuite, je me suis pris finalement... j'ai décidé de me prendre un Philippe Besson que j'ai vu qui s'appelle Vivre vite et qui semble être une fiction biographique, entre guillemets. Donc, de ce que j'ai compris, c'est que Philippe Besson va revisiter un peu à sa manière
la vie de James Dean, donc en faire un portrait. Puis à l'arrière, en fait, je vais peut-être juste vous lire le petit blurb qui est mis de Françoise Dargent chez Le Figaro littéraire qui dit « Philippe Besson parvient à rendre l'aspect irrésistible et insatiable de ce garçon trop pressé. Certes, on en connaît la fin, mais on suit le film fasciné. » Donc, tout le monde sait comment James Dean a terminé sa vie. Mais je trouve ça vraiment intéressant, puis je crois que je vais essayer, à moins que ce soit vraiment trop fictionnel, mais dans le fond, je vais essayer de me le garder un petit peu dans de futurs challenges où j'aurais besoin d'avoir une biographie. Mais Philippe Besson, j'avais vraiment, vraiment aimé Paris-Briançon, puis j'avais le goût de continuer, dans le fond, ma lecture de cet auteur. Donc, voici pour mon petit book haul de tantôt. Et ensuite, bien évidemment, excusez-moi, je fais de la répartition dans mon studio mobile. Évidemment, je vais rapporter quelques livres à la Bibli. Parce que j'y retournais parce que mon abonnement est échu et je dois le renouveler. Pour catastrophe. Mais j'y allais aussi, je vais repositionner là, parce que je pense que c'est vraiment désagréable pour vous. Bon, c'est la vie. Donc, j'y allais aussi parce que j'avais tous mes albums. Donc, dans le dernier vlog, j'avais fait un blitz album, si je me souviens bien, de lecture d'albums, puis j'en avais parlé. Puis là, ben, je les ai lus, donc je vais les rapporter. Et des livres que j'ai depuis longtemps, puis que je suis bien désolée, mais que je vais rapporter. Donc, je vais également rapporter L'espion qui venait du livre de Luc Chomara, qui avait l'air pourtant intéressant, qui était une histoire, dans le fond, l'histoire d'un personnage qui est confronté à un éditeur qui dit à l'auteur qu'il faut qu'il lâche un peu ses gros préjugés macho. Donc, c'est intéressant parce qu'on suivait un peu le personnage qui réagissait à ça. Ça faisait un petit peu penser même à, je l'avais dit, les Fab Caro, dans le fond, un peu, là, une histoire dans une histoire. Puis là, plus je vous le dis, puis plus j'ai le goût de le lire, mais je vais le rapporter. Puis on verra une prochaine fois. Sinon, ça fait longtemps que je lis, puis je vais laisser passer aux mains aux autres parce que je ne veux pas retarder trop. Mais j'avais le premier tome de la nouvelle série de Marie Potvin pour les ados qui s'appelle 1000 pages plus tard. Je n'ai toujours rien compris. Donc, c'était une amoureuse des livres qui, dans le fond, une ado amoureuse des livres qui se voyait confrontée à des jeunes qui la tarabustent un peu, mais qui malheureusement, il y a un de ces jeunes-là à qui il va arriver quelque chose et ça va un petit peu l'intriguer, puis elle va partir en fait un peu en enquête par rapport à ça parce qu'elle trouve ça un peu étrange. Donc, ça va l'air excellent. C'est juste qu'à chaque fois que je le lis, je vous en parle, j'ai le goût, puis après ça, je le mets dans mes rayonnages, puis ça ne me tente plus. Donc, comme c'est un livre de biblio, je vais laisser circuler. Et malheureusement, je rapporte pour une seconde fois Les Facétieuses de Clémentine Beauvais, que j'aimerais ça un jour lire, mais là, on dirait que je suis dans une... Je vais me cacher. Je suis dans une phase où on dirait que ça le fera pas pour le moment, donc je le rapporte pour prêter au suivant. Alors voilà, c'est le petit topo de ma visite pré-bibliothèque, post-librairie, post-friperie et pré-bibliothèque. Puis ben, je vais peut-être vous faire un petit... Je vais aller faire mon renouvellement. Je pense pas emprunter d'autres livres parce que j'en ai vraiment plein, mais peut-être que je vais quand même en emprunter. Si j'en emprunte, je vous refais un petit coucou. OK, à tantôt! Hey! Alors, me revoici, après mon petit tour à la Bibli. J'avais presque réussi à hésiter. Croyez-moi. Puis là, j'ai pensé au Mars au féminin, la catégorie biographie. J'avais un choix d'un livre à la maison, puis d'autres potentiels. Mais là, soudainement, je me suis sentie inspirée. Et j'ai emprunté des livres. Donc, tout d'abord, j'ai emprunté dans ce qui pourrait être considéré comme une biographie, le fameux Ce qui restera de Catherine Mavrikakis, pardon. C'est chez Québec et Marie dans la collection 3. Puis, habituellement, ce sont des petits opuscules qui sont demandés à des écrivains. Puis, il faut que ça ait une saveur biographique. Donc, dans celui-là, dans le fond, on va voir Catherine Mavrikakis qui va, ça dit, une méchante fée se serait-elle penchée sur son berceau. Catherine Mavrikakis cherche à contrer le mauvais sort que les membres de sa lignée lui ont lancé. Elle n'est pas morte à 36 ans comme sa grand-mère dont elle a hérité le prénom et comme son père le lui avait prédit. Mais à quel prix? Qu'a-t-elle sacrifié? Quel rêve a-t-elle dû assassiner? Puis dans le fond, on voit Catherine Mavrikakis qui repart à travers ses souvenirs puis qui veut nous en parler dans ce petit opuscule-là. Et ça me disait bien. Donc, voilà, pour le premier. Deuxièmement, toujours dans la catégorie biographie, mais là, celui-là, j'aurais hésité à le mettre parce que, bon, c'est une co-écriture entre un homme et une femme, Jo Witek, qui est une écrivaine que j'ai plus connue pour la jeunesse, et Philippe Godard, que je connais pas du tout. Mais je me disais que ça pouvait être intéressant parce que c'est un recueil de biographies de femmes
qui ont changé le monde. Donc ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous pouvez le voir, ils ont essayé de faire ça sur une formule un peu qui a l'air d'être un magazine, avec les gros titres, puis Elle avec le jeu de mots, le fameux Elle Québec, Elle France. Et à l'intérieur, c'est le principe de, il me semble que c'est une personne pour 4 ou 6 pages. Comme là, par exemple, j'ai Marilyn Monroe. Donc, on a vraiment comme un article de revue pour chacune des pages. J'avais vu la fameuse Agatha Christie tantôt, parce que, tu sais, c'est moi, c'est sûr que je vais l'avoir, je vais m'en être souvenue. Il y a du monde, des gens du monde du cinéma, il y a évidemment du monde des arts, de l'écriture. Agatha Christie, la reine du crime avec sa photo mythique. Bref, ça me tente bien. Fait que ceux qui rentrent ou pas, je vais le feuilleter. Je pense que ça va être mon petit livre de chevet. Il est vraiment chouette. Je me dis que je pourrais le grappiller tout doucement dans les prochaines semaines. Et enfin, sur les conseils de Le souffle des mots. Ça fait plusieurs fois qu'elle en parle. Ça fait plein de fois que je vais le lire. Et il y avait ce fameux livre-là, Renversante, de Florence Henkel. Et c'est, en fait, c'est un livre qui, je pense que j'ai oublié la 4e. on va se payer la traite. Dans le monde de Léa et Tom, les rues et les établissements scolaires ont des noms de femmes célèbres et ce sont les hommes qui s'occupent des enfants. Comme dans toutes les écoles, on apprend que le féminin l'emporte sur le masculin parce qu'il est réputé plus noble que le masculin à cause de la supériorité de la femelle sur le mâle. Il en est ainsi depuis la nuit des temps et personne ne semble vouloir remettre en cause cet ordre établi. Pourtant, Léa et Tom voient bien que quelque chose ne va pas. Alors, ils se mettent à réfléchir et détricotent ensemble les clichés de ce monde où règne la domination féminine. Donc, c'était un exercice, comme vous pouvez bien évidemment vous en douter, sur dans le fond, c'est comme une société où le matriarcat prévaudrait et où les inéquités seraient plus rencontrées au niveau du genre masculin. Mais c'est vraiment pour prendre conscience par le biais de la fiction, de toutes sortes de signes, en fait, qui sont un petit peu des choses qui sont un petit peu sans bon sens dans la situation, des discriminations, des inéquités. Et par le biais du fait que si on renversait la situation et que c'était les hommes qui étaient victimes de ces discriminations-là, on aurait peut-être plus de facilité à l'identifier ou entrer, il y aurait peut-être plus de hauts cris. Bref, ça me tentait bien. Donc là, c'est pas dans la catégorie biographie du tout, mais ça me tentait bien de le découvrir. Alors voilà pour le petit book haul de Bibli. Maintenant, je retourne à la maison et je crois que j'ai une boîte qui s'en vient. Alors, ce sera, j'avais averti, ce sera sans doute la semaine book haul, la thématique de ce vlog. Alors, je vous reprends dès que je peux. Eh bien, bonjour. Alors, grâce à mon amoureux, j'ai pu avoir la chance d'obtenir mon fameux colis. Après, ça devrait arrêter là. Je vous dis, j'étais censée même recevoir en fait ma cube cette semaine, puis finalement, je l'ai pas reçue. C'est rare que ça prend autant de temps que ça. Je pense que peut-être que j'ai pas été chanceuse puis qu'elle est prise aux douanes, mais bon. Hein? On a quand même une grosse boîte ici. Elle a vraiment souffert, cette boîte, pendant le transport. J'ai jamais eu un colis comme ça. Donc, j'espère que l'état des livres va être pas si mal. Attention aux oreilles, je vais déchirer cette boîte. 1, 2, 3. Alors, ça sent bien. Est-ce que ça a bougé? Première fois que je les vois mettre de la bourre. Je pense que c'est pas si pire. OK. Alors, 4 tons là-dedans. Wouhou! Désolée. Tout va bien? Pas trop mal au cœur? Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça sera encore potentiellement une boîte de conseils de mon père, mais bon, il va se reconnaître. Tout d'abord, j'ai pris finalement The Time of Our Singing de Richard Powers, dont mon père me parle depuis des années, qui est un roman qui se passe, je crois, 1939. Et il me semble que c'est la musique qui est un personnage principal. Je vais essayer de voir si je peux rapidement le parler. Je crois que ça parle aussi des droits civils en 1939, parce que de ce que je comprends dans les blurbs à l'arrière, ça dit « One of the best novels ever written about race in America. One of the best written about the joys of music. » Donc, ça résume bien. Ouh, c'est donc ça! Alors, c'est quand même un paperback qui est très... une édition assez dense, mais bon, c'est pas grave. Ça fait longtemps que je veux lire un Richard Powers, j'en ai jamais lu. Je sais pas si quelqu'un d'entre vous en a déjà lu. Mon père m'a conseillé celle-là depuis vraiment longtemps. Cet auteur-là, en général, ce livre-ci en particulier, qui lui a lu en français. Je vais vous mettre la vignette ici.
Et puis, ben, je me suis dit, pourquoi pas? Allons-y. Alors, premier achat. Ensuite, on reste dans les grosses briques. Ouf, celui-là, il est affreux. Il n'a pas aimé le transport, je crois. Alors, celui-ci, c'est un Polestar, donc 4321 Polestar. Et celui-là, il m'avait tapé dans l'œil quand il était sorti. De ce que je comprends, c'est un roman qui se passe sur plusieurs temporalités. Donc, qu'est-ce que ça dit? En mars 1947, à la maternité de Beth Israel Hospital à Newark, New Jersey, Archibald Isaac Ferguson, l'enfant unique de Stanley et Rose Ferguson, naît. Et donc, from that single beginning, Ferguson's life will take 4 simultaneous and independent fictional paths. OK. Donc, à partir de la naissance de ce personnage-là, le 3 mars 1947, il va avoir quatre vies potentielles, j'ai l'impression, qui vont se développer, de ce que j'ai compris. Et je crois qu'on va suivre les 4. Donc, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais ça m'avait bien intrigué comme façon de fonctionner. J'avais déjà lu la trilogie new-yorkaise de Paul Auster. J'avais aimé, mais je n'étais pas trop sûre que j'aimais tant la plume de Paul Auster. Je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais c'est la vie. J'avais aimé, mais on dirait que j'étais peut-être pas le public cible pour qu'elle vienne me rejoindre tant que ça. Mais avec ce roman-là, j'avais envie de donner, dans le fond, une deuxième chance. Alors, voici pour le fameux Paul Auster. Ensuite, en discutant avec mon père, également, il m'avait dit qu'il fallait absolument que je lise Emily St. John Mandel, son fameux Station 11. Je ne l'ai jamais lu. Et ça fait longtemps que je veux le lire. Et j'ai pas réussi à mettre la main dessus, mais là, j'ai vu celui-ci qui est passé, qui est son plus récent, si je me souviens bien. Donc, c'est Sea of Tranquility. Et le résumé... Donc, ça va supposément faire plonger le lecteur de l'île de Vancouver en 1912 à une colonie sombre sur la Lune, presque 500 ans plus tard. Et ça va, dans le fond, unfurling, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans le fond, qui va faire en sorte que ça va se déployer l'histoire de l'humanité à travers les continents et l'espace. C'est le petit résumé ici dans la deuxième de couverture. Alors, ça m'intriguait bien. Je crois que Emily St. John Mandel est reconnue pour sa science-fiction, sa dystopie. C'est une édition comme super aérée en plus. Donc, mon père m'avait dit qu'il voulait lire celui-là, mais il n'est pas encore traduit en français, puis il ne lit pas en langue originale. Fait que là, moi, je vais pouvoir faire... Ben non, je ferai pas ça. Mais bref, celui-là ici. Ensuite, si vous avez suivi, vous savez qu'une de mes cubes que j'ai reçues, la plus... je pense que celle d'avant celle-ci, j'avais reçu une recommandation de la part des libraires Cube concernant un livre qui faisait un peu référence à l'univers de, je crois, Fred Vargas. On m'avait donné plutôt une référence de quelque chose qui, je crois, est plus du réalisme magique, du fantasy fantastique. Et c'était Jeffrey Ford, La fille dans le verre. Donc, je vais vous mettre la vignette ici. Puis là, je l'ai trouvé en anglais. C'est sûr que je l'avais demandé, je l'avais accepté. Puis je me disais, ce ne sera pas si pire, mais ça se passe pendant la Grande Dépression. Et ça se passe aux États-Unis, à New York, pendant la Grande Dépression. Puis là, je me suis dit, oh là là, en traduction, ça va sans doute me faire friser le poil sur les bras. Et comme je l'ai vu, j'ai décidé de l'acheter en version originale, donc The Girl in the Glass de Jeffrey Ford. Ça va me permettre de découvrir sa plume directement, en fait, vraiment sans traduction. Ça semble être des courts chapitres. Pour rappel, c'était l'histoire d'un, je ne sais pas comme si on peut vous le résumer, mais c'est, je crois, Diego, un immigrant illégal mexicain qui va se retrouver à New York avec Thomas Shell et qui vont, si je me souviens bien, évoluer dans l'univers un peu circassien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Thomas Shell va voir l'image d'une jeune fille dans un miroir et cette jeune fille-là va l'appeler à l'aide. Et là, Thomas Shell et Diego vont comme décider de croire à cet appel à l'aide-là et se lancer dans l'élucidation de ce mystère. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Mais bref, langue originale, voilà. Ensuite, si vous vous souvenez également, j'avais lu mon fameux calendrier de l'Avent des nouvelles, des short stories, et j'avais découvert pour la première fois la plume de Ray Bradbury,
en mode short story. Et Ray Bradbury, qui était connu plus, si je me souviens, pour Fahrenheit 451, ouais. Et dans le fond, j'avais lu une de ses short stories qui se retrouvait, je crois, dans The Illustrated Man. Et il parlait aussi de The Martian Chronicles. Et là, il était là, disponible. Donc, c'est encore un recueil de nouvelles, si je me souviens bien. Et ça me tentait bien de lire cette plume-là sous forme de recueil de nouvelles. Je trouvais que ça valait quand même le coup. J'avais vraiment aimé l'habileté de sa plume pour faire travailler vraiment là, la structure des short stories pour créer quelque chose, un univers, des personnages qui font en sorte qu'on a vraiment l'impression d'y être en si peu de temps. Donc, voilà. Et enfin, j'ai décidé d'essayer ceci. Ça fait longtemps qu'il me nargue, je le vois passer, il y en a deux en fait. C'est un genre de... Bon, c'est considéré comme un roman. Je pense que c'est comme de la fiction, mystère, enquête. Bref, c'est The Attempted Murder of Teddy Roosevelt. Et dans le fond, on part sur des personnages historiques. Je crois qu'il y en avait un autre sur, je me souviens plus c'était lequel. Je pense que c'était Lincoln, la fille de Lincoln, le président des États-Unis. Et puis là, dans le fond, dans celui-là, ça dit... Donc, Theodore Roosevelt has been president for less than a year when his horse-drawn carriage is broadsided by an electric trolley. Roosevelt is thrown clear, but his Secret Service bodyguard is killed instantly. Accident or assassination gone awry? Donc, dans le fond, on va passer un petit peu là-dedans. Qu'est-ce que ça dit? Roosevelt... Ça dit là-dedans que le président Roosevelt serait convaincu qu'en fait, c'est vraiment un attentat contre lui. Et il va demander à John Hay, son secrétaire d'État, d'enquêter. Et il va finir par rencontrer deux personnages qui s'appellent Emma Goldman et J.P. Morgan. Et il va également croiser la fameuse journaliste Nellie Bly. Donc là, on voit vraiment que l'auteur s'adjoint une pléthore de personnages historiques et qui essaie de rapper ça dans un mystère. Ça peut toujours, pour ces trucs-là, ça peut soit très bien se passer ou très mal se passer. J'espère que ce sera la première option. J'aime beaucoup les mystères, j'aime beaucoup la politique. J'aime beaucoup la politique américaine, malgré tout. Peut-être pas récemment, disons, mais de jadis. Donc, ça me tentait bien. Alors, je vais peut-être essayer ce nouvel auteur que je ne connaissais pas du tout. Alors, voilà. C'est la récolte de cette boîte. Et là, je vais être obligée de m'arrêter pour au moins les 3 prochains mois, j'imagine, parce que là, ça n'a pas de sens. J'avais dit que j'allais arrêter. Mais bon. Puis en arrière, ici, caché, je m'excuse, hein, je suis un petit peu enthousiaste, puis ça fait bouger le trépied. Donc, désolée pour ça que ça va me mal au cœur, mais juste ici, là, caché vers le haut, il y a la récolte de l'autre boîte que j'ai reçue au début de la semaine. Bon, une chance que je ne recevrai pas ma cube cette fois-ci. Mais je vais quand même essayer de pas juste les oublier dans ma pile à lire, puis essayer de tranquillement m'y mettre quand même sans trop attendre. Alors voilà, c'était le petit coucou. Voyons, j'arrête pas de faire sauter tout. C'était le petit coucou bocal. Et puis, ben, je vous reprends sans doute au courant de la fin de semaine. J'ai un long congé. Donc, je vais essayer de lire plutôt que d'acheter des livres. Oui, oui, oui. Et dès que je lis quelque chose, je vais vous en parler. Je continue encore ma lecture en cours, comme je vous disais tout à l'heure, de Fatal Mistake de Faith Martin, donc le Love the Rider, le tome 2 de la série. Mais je vais peut-être essayer de me faire un recueil de poésie dans le fameux Marceau féminin. J'avais un recueil de poésie que j'avais envie de lire. Puis je vais voir là, ce que je peux trouver peut-être, que je peux lire en parallèle avec ma lecture audio. Donc, il y avait de la biographie aussi. Tu sais, c'est des choses des fois qui peuvent cohabiter relativement bien. Ah, j'avais aussi une ombre blanche. C'était le second tome des Villes de papier qui parlait de la poétesse Emily Dickinson. C'est de la fiction, mais ça s'inspirait quand même de sa vie par Dominique Fortier. Là, c'était comme après la mort d'Emily Dickinson, le deuxième, Les Ombres Blanches. Je pourrais peut-être aussi lire ça, mais il faut vraiment que ça me tente vraiment de lire qu'est-ce que je vais lire, donc on verra bien. Sinon, j'avais la bio. C'est vrai, je viens d'emprunter la bibliothèque pour ça. J'avais la biographie, l'espèce de petit opuscule un peu biographique de Catherine Mavrikakis, Ce qui restera. Donc, je pourrais aussi me faire ça. Donc, ça, ce sont des courtes lectures que je pourrais essayer d'insérer dans ma lecture audio sans que les univers s'entrechoquent trop. Alors, ben écoutez, je vais vous dire à tout de suite.
Alors, bonjour, je fais un petit coucou pour vous faire un compte-rendu lecture. Je viens de lire mon fameux recueil de poésie pour Mars au féminin et j'ai décidé de choisir le fameux Jeanne Forever de Stéphanie Fillon et Valérie Forgue au Lézard amoureux. J'avais pas de résumé à l'arrière, puis j'avais volontairement pas lu dans le fond la présentation de l'éditeur parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, puis je voulais me laisser porter par la poésie. Et après lecture du recueil, je me rends compte que j'aurais peut-être dû lire la présentation de l'éditeur avant. Je viens de la lire et je comprends un peu mieux. Donc, en gros, c'est un recueil qui est divisé en différentes parties et les différentes parties semblent des titres de films. Et puis, bien, au fur et à mesure du recueil, j'ai fini par me douter que c'était peut-être des films dans lesquels l'actrice Jeanne Moreau, légendaire, en fait, a joué. Comme moi, j'ai jamais, je sais, j'ai jamais vu de film dans lequel il y avait Jeanne Moreau. Ben, c'est sûr que j'avais un petit peu moins la référence puis les repères pour ça. Mais quand même, je pense que j'en ai quand même profité. Je vous dirais qu'au début, j'ai eu de la misère un peu embarquée parce que je pense que je cherchais trop le sens, alors qu'en poésie, il faut se laisser aller. Puis quand j'ai lâché prise après ça, la plume était vraiment tellement belle. C'est des portraits de femmes à travers les différents films. De ce que j'ai lu après la présentation de l'éditeur, c'est que c'est volontairement un portrait de l'identité féminine, selon le site de l'éditeur, à travers les personnages qu'a incarné Jeanne Moreau au cinéma, donc par ces deux poétesses-là. Et ça marche bien. On fait vraiment une belle tournée. On est beaucoup dans l'émotion, on va sous, en fait, les apparences. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je vous dirais qu'au fur et à mesure du recueil, je dirais qu'après peut-être le premier tiers, j'ai vraiment embarqué. C'est quand même un recueil qui est assez conséquent. Il fait presque 110 pages pour un recueil de poésie. C'est quand même assez long, mais en même temps, il y a comme deux auteurs, donc deux autrices, pardon. Et puis, voilà. Donc, une belle découverte. Bien contente d'avoir découvert ça. Ça sera dans mon Mars au féminin. Si jamais vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas récent. Ça fait longtemps que j'ai dans ma pile à lire. Ça date de 2018. Donc, il était temps. Hein? Ça faisait 5 ans. Donc, si jamais vous voulez, je crois que vous pouvez vous lancer sans peur. C'est une langue qui est, qui est simple, mais on n'est pas non plus dans la langue du quotidien. On n'est pas dans la langue, par exemple, de Véronique Grenier, qui est un peu sur le rough, comme je disais, là, un peu. Là, on est vraiment dans quelque chose où il y a une langue poétique, une langue qui est très travaillée, mais qui n'est pas non plus inaccessible. On est un petit peu plus dans la poésie, c'est-à-dire que des fois, il va y avoir des pauses qui sont mises dans l'écriture et qu'on va prendre comme des souffles, peut-être à prendre. Puis, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on comprend sur le champ, mais qu'on comprend plus, qu'on se laisse porter par l'atmosphère dans laquelle ça va nous plonger. Donc, on est un petit peu plus proche de peut-être ce que les gens vont avoir comme image de la poésie, qui parfois est un défi pour beaucoup de gens, dont moi. Mais celles-là, ce sont des plumes vraiment que j'ai bien aimé découvrir. Ça me donne envie là, de peut-être voir d'autres ouvrages. Là, c'est indiqué que Stéphanie Fillon, dans le fond, une des autrices, une des poétesses ici, elle a déjà écrit 2 autres recueils de poésie au Lézard amoureux, donc peut-être que je vais tenter le coup. Alors voilà, c'est pas plus long que ça. Je fais juste un petit coucou rapido. Puis ben, je poursuis ma fin de semaine. Et puis si j'ai d'autres lectures, je vous en parle, c'est promis. À bientôt. Alors, bien le bonjour. Nous sommes lundi, dernière journée de vlog, entre autres, et début d'une nouvelle semaine toute neuve. Et je viens vous faire un petit compte rendu rapide d'une lecture que j'ai faite ce matin, tout à fait par inadvertance, et qui va cocher ma case du Mars au féminin, biographie, kind of, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il s'agit de Yo-Yo La 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 de la BDiste Zviane. C'est publié chez Pau Pau, je crois.
Oui. Et en fait, il s'agit d'un tome d'un magazine spécifique, je crois que ça s'appelle la revue La Jungle. C'est un projet que l'autrice avait de faire 8 tomes, non, 9 numéros de revue La Jungle. Et ça, c'en est un des derniers, dans le fond. Et dans celui-là, on va aborder, en fait, ça va être un retour sur son expérience qu'elle a eue quand elle a travaillé dans un camp pour autistes en 2004, alors qu'elle sortait tout juste de l'université. Et dans le fond, ça va être une espèce, c'est pour ça que je l'ai rentré en biographie, parce que c'est vraiment en bande dessinée, ça raconte la fiction de sa première expérience, son premier été, avec cette clientèle-là qui était particulière, qui, elle, avec toute sa bonne volonté, dans le fond, était quand même confrontée à là, on parle ici de gens qui vivent avec le trouble du spectre, dans le trouble du spectre de l'autisme et qui étaient pour la plupart moins fonctionnels. Donc, c'est des gens qui avaient besoin d'accompagnement dans différentes sphères, entre autres pour les soins personnels et tout ça. Donc, c'était quand même toute une aventure pour quelqu'un qui n'avait jamais travaillé dans ce domaine-là. Et si j'ai trouvé ça très intéressant. Cette partie-là, j'ai trouvé ça très intéressant. Par contre, bémol, c'était le principe d'une revue fourre-tout, absurdo, vécu. Je ne sais pas c'est quoi le principe au départ, mais ça venait aussi avec, en intercalement, des moments de fiction que l'autrice proposait. Donc, il y en a un, entre autres, là, que c'était un moment de fiction, science-fiction un peu déjanté, comme ça ici. Sinon, il y avait un épisode de la ville d'après qui était intéressant, que j'ai bien aimé aussi, qui était une espèce de dystopie qui se passerait potentiellement bien après la pandémie, alors que un météorite se dirigerait vers la Terre et qu'on annoncerait que ça serait potentiellement la fin du monde comme on le connaît. Bon, ça fait un peu penser à Deep Impact pour ceux qui ont déjà vu ça. Mais c'est intéressant. Puis dans le fond, elle disait comment le monde allait évoluer puis comment l'humain allait évoluer. Donc c'est super intéressant. Et également, c'est là que j'ai fini par comprendre d'où venait le fameux Football Fantasy. Donc, également, un chapitre de Football Fantasy qui est une BD de science-fiction absurde, je dirais. Je ne saurais pas trop quoi vous en dire. Dans le fond, on a un chapitre de cette BD-là qui est quand même assez long. Là. Je vais vous montrer. Football Fantasy, chapitres 7, 8 et 9. Donc, ça, c'est le début ici. Et vous voyez un peu le genre de la revue. Et ça, c'est quasiment ceci au complet. Là. Donc, on a vraiment une bonne partie qui est une partie de Football Fantasy. Football Fantasy, c'est un opus de Diane que j'avais abordé, mais qui m'avait moins interpellée, donc j'ai finalement par le laisser tomber. Donc là, c'est sûr que pour moi, j'étais confrontée à ça, puis en plus, c'est de ce chapitre 7, 8, 9, donc j'avais comme aucun contexte, mais c'est pas parce que c'était mal fait, c'est juste que je savais pas que ça faisait partie de cette proposition créative-là. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant. C'est un genre d'ovni un peu BDesque, mais qui était quand même basé principalement, ce qui était au centre de tout ça, c'est vraiment le récit de son expérience qu'elle a passé dans ce camp-là pendant un été avec cette clientèle-là qui l'a confrontée à toutes sortes de choses, mais à qui elle s'est attachée, évidemment, puisqu'elle a eu à prendre soin d'eux autres. Et c'est intéressant de voir comment l'humain réagit dans différentes situations. Puis c'est fait également avec un peu de dérision dans le sens où elle voit bien qu'à l'époque, elle tenait des journaux lorsqu'elle allait là-bas, puis comment elle avait l'impression qu'elle connaissait toute la vie comme quand on a 21 ans. Donc, c'est intéressant vraiment. J'ai bien aimé cette percée-là qui avait rapport au camp dans la vie de l'autrice. Sinon, le concept en tant que tel est intéressant pour moi, le côté revue créatrice, mais c'est aller moins me chercher. Quand on tombe dans l'absurde total, puis que j'arrive pas vraiment à rentrer dans une case, j'ai un peu de difficulté. Par exemple, pas par exemple, mais à l'opposé de ça, par exemple, Fab Caro, qui est un BDiste également, a un ton qui est souvent absurde, on ne sait pas trop où elle s'en va, mais on finit souvent quand même par être capable de cerner un peu vers quoi il s'en va relativement entre ces espèces de dérives absurdes. Là, dans Football Fantasy, comme c'était une partie un peu isolée, c'est sûr que je savais pas trop ce qui se passait. Là, je voyais que ça semblait être un moment où est-ce qu'il y a des gens qui font des tests sur des humains. Puis, il y a les gens ne parlent pas, il y a des gens qui ne parlent pas la langue. Donc, c'est comme une langue sans sens, un peu comme quelqu'un qui est aphasique.
Et je pense que j'étais tellement perdue dans cette partie-là que ça m'a empêché de profiter complètement de l'expérience. Mais je serais quand même curieuse de découvrir peut-être les autres tomes, les autres numéros de la revue La Jungle. Je vais vous montrer un peu ici comme ça. Pour voir s'il y a encore d'autres bribes de son existence qui se retrouvent là-dedans, parce que cette partie-là m'intéressait beaucoup. Donc, je vais voir. Je suis contente de l'avoir découvert. Ça faisait super longtemps qu'il était dans ma pile à lire, puis c'est pour ça que j'ai fini par le prendre, puis que je l'ai privilégié à ce que j'avais emprunté à la Bibli, qui était pour une biographie, qui était celle de Catherine Mavrikakis, Ce qui restera, parce que j'avais comme envie de le découvrir. Ça fait longtemps que je me l'étais même acheté quand c'était sorti. Puis j'avais envie de le découvrir, puis ça fait longtemps qu'il restait dans ma pile à lire. Maintenant que je l'ai lu, je suis contente de l'avoir lu. Je pense pas qu'il va rester dans ma bibli. Je vais sans doute le passer au suivant. Mais ça m'a servi aussi à ça, le Marceau féminin. C'est une voix de BD importante, féminine. Puis dans cela, c'est juste qu'on retrouve vraiment qu'est-ce que j'ai un petit peu de difficulté avec Sviane. J'aime sa voix, mais son visuel chargé comme ça, ça m'étouffe. Fait que souvent, ça me prend vraiment une histoire très prenante pour que je sois capable d'y arriver. Mais là, dans celui-là, ben, il y a une partie qui était prenante, la partie au camp, puis ça me permettait de suivre quand même malgré le style graphique. Mais dans la partie un peu absurde, on dirait que ça m'a fait complètement décrocher. Donc, si jamais vous voulez tenter le coup, que vous n'avez pas peur de sortir de votre zone de confort, je vous recommande de découvrir cette autrice-là, qui est quand même assez saugrenue en général. Donc voilà pour ma lecture impromptue de ce matin. Et je suis en train de faire un bliss parce que j'ai vraiment envie de terminer ce livre-là dans ce vlog-ci pour terminer le fameux deuxième opus des mystères de Loveday and Rider de Faith Martin. Des mystères de Faith Martin. Donc le fameux A Fatal Mistake. Et je vais faire un blitz pour le terminer maintenant. Puis je vais vous faire un petit retour. Puis ça sera la clôture du vlog lorsque j'aurai terminé ce livre-là. Pour au moins que vous ayez... Parce que là, quand même, je l'ai étalé sur toute la semaine. Mais je l'ai commencé un peu tard dans la semaine. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être pas autant avancé que je pensais. Mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Jusqu'à maintenant, ça va quand même bien. Mais là, je suis vers la fin, un peu plus des révélations. Donc, j'en dirai pas plus, bien sûr. Mais jusqu'à maintenant, je me plais bien dans cette lecture-là. Donc, ben voilà. Je vais envoyer ici mon chat qui veut participer au vlog. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à tout de suite. Et bonsoir. Alors, me voici pour conclure le vlog accessoirement, mais également et surtout pour vous donner mon avis sur ma plus récente lecture que je viens tout juste de terminer. Donc, sans surprise, le fameux tome 2 de la série Loveday and Rider de Faith Martin, donc A Fatal Mistake. Et ma foi, ça a été une très agréable lecture. J'ai vraiment aimé retrouver les personnages de W.P.C. Loveday et de Dr. Rider. Leur duo est complètement indispensable à l'intérêt de cette série. Ils sont centraux, bien sûr, mais le caractère de chacun se développe de plus en plus dans le deuxième tome et on a toujours très hâte de les retrouver. L'intrigue a été quand même bien construite, avec même une piste, une espèce de piste parallèle qui jusqu'au peut-être dernier tiers nous trompe un peu, on va se le dire. Et puis, à la fin, il y a certaines choses que j'avais un petit peu pressenti qu'elle allait arriver, mais finalement, j'ai pas vraiment pressenti le dénouement exactement, donc c'était toujours aussi bien. Ça n'a pas été autant je crois peut-être pas autant un engouement que pour le premier tome. Dans celui-là, on dirait que un petit peu moins, j'ai un petit peu moins embarqué. Puis c'était également, on était loin du Cozy Mystery. Donc, je savais déjà dans cette série-là, il y a moins d'humour, disons. Donc, le petit côté humoristique, on ne se prend pas trop au sérieux, il est moins présent. Et puis là, ça aborde quand même des sujets assez ben, vous allez me dire que des meurtres, c'est toujours assez rude, c'est pas ça le point, bien entendu. Mais je vais dire, ça aborde évidemment les différences de classe sociale, les différences de traitement de certaines classes sociales dans la justice et ainsi que, indirectement, la violence faite aux femmes ou l'abus. La violence faite aux femmes. Donc, je vais dire ça en général pour pas trop vous divulgacher. Et c'est quand même un petit peu plus lourd. Donc, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai trouvé ça très habile. J'ai adoré retrouver, comme je vous dis, les personnages qui sont super bien construits.
Mais on dirait que j'entendais un petit peu plus de légèreté, puis là, c'était moins présent, mais c'est correct. Donc, ça va. Faut juste pas que vous le preniez comme une série de Cozy Mystery. C'est pas exactement ça. Mais c'est intéressant. On a encore en arrière-fond aussi le travail sur la place de la femme dans la société à une époque où c'était pas gagné. Et en 2023, c'est pas encore gagné, comme on peut bien le constater. Donc, vraiment une excellente lecture pour clore ce vlog. Et ben voilà, ce sera donc la fin de cette aventure livresque de la semaine. Alors, moi et mes petits habits du soir, nous souhaitons des belles lectures comme à l'habitude. Et je vous invite bien entendu à discuter en commentaire. Gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Si ça vous a plu, cette petite aventure livresque-là, bien entendu que les petites manifestations de soutien sont appréciées. Pouce en l'air, abonnement, etc., etc. Mais bien entendu, c'est pas obligatoire. Rien de tout ça n'est obligatoire. Je fais ça pour le plaisir. Et ben voilà. D'ici à ce qu'on se reparle, j'espère que vous allez avoir un bon début de semaine, malgré le changement d'heure. Et puis on se dit à la prochaine!